à tous, bienvenue dans notre espace copilote de dirigeants destiné aux TPE-PME qui a pour but de vous apporter des éclairages mais aussi des questionnements sur toutes les facettes de la casquette entrepreneuriale. Je me prénomme Stan et je suis entrepreneur depuis plus de 40 ans. J'ai plaisir d'avoir à mes côtés une équipe d'experts, tous indépendants, aux compétences multiples et complémentaires. Ce qui nous anime, c'est de vous sensibiliser, vous motiver à passer à l'action, pourvu que vous vous sentiez concerné. Reparamétrer certains curseurs pour donner un autre sens à votre futur et casser une bonne fois pour toutes le sentiment de solitude que vivent de plus en plus de dirigeants. Je vous souhaite une excellente écoute et je reprendrai cette phrase célèbre de Gandhi qui disait « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ». Très belle journée à tous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui notre expert du jour en la personne de Jean-Pierre Chevreau. Jean-Pierre Chevreau qui est un expert automobile pleinement investi sur le national, que je connais depuis une vingtaine d'années. Et Jean-Pierre, je vais te demander de te présenter ton parcours. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Jean-Pierre Chevreau. Avant d'être expert en automobile, j'ai eu l'occasion d'être dans l'après-vente automobile depuis déjà quelques années, puisque pour bien préciser, j'ai de formation un baccalauréat technique et je suis diplômé de l'école supérieure de commerce et de réparation automobile en 1974, qui a toujours de l'existence au Mans actuellement. Et donc, de ce fait-là, je suis destiné pour la prévente automobile. C'est un terrain qui m'est cher. Et de ce fait-là, de différents constructeurs, j'ai pu participer à différents postes, comme par exemple essayeur, comme par exemple responsable après-vente ou directeur après-vente. Et puis, j'ai eu l'occasion également de travailler sur les véhicules de l'époque. Mais cette expérience m'a conduit aussi à me dire à un moment donné, au travers des personnes que j'ai rencontrées, de me dire tiens, l'expertise automobile serait sans doute pour moi un complément de l'après-vente automobile. Et donc l'idée a fait son chemin. Et en mai 1986, je suis rentré dans un grand cabinet national qui s'appelle BSA Expertise comme stagiaire, puisque pour être expert, il fallait passer un diplôme, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait différents cabinets au sein du BCA, dans différents départements, et puis au bout de 2 ans, j'étais titulaire de mon diplôme. Et donc, suite après, j'ai pu également évoluer dans cette société d'expertise automobile représentée sur l'ensemble de la métropole, mais aussi dans les dom-toms. Et de fil en aiguille, au bout de 2 ans d'exercice, j'ai été nommé responsable d'un bureau dans un département, pour ne pas citer la Saône-et-Loire. Et au bout de quelques années, au bout de 4 ans, j'ai été nommé directeur de région. Alors, au travers de cette expérience, il m'a été possible aussi d'évoluer au sein de la société, tant sur un plan managérial que sur un plan technique. Et c'est la raison pour laquelle également, j'ai eu l'occasion de faire à la fois des stages très techniques, comme par exemple sur des bus, des cars, poids lourds, machinisme agricole ou autres, mais aussi sur des contacts que j'ai eus pour aller dans une fonction assez particulière qui est la médiation et la conciliation. Et c'est la raison pour laquelle, en 1993, la direction générale du BCA m'a confié cette mission que, en définitive, je n'ai jamais quittée et encore aujourd'hui, je suis médiateur professionnel certifié. Donc, pour accéder à cette mission très particulière, grâce également à cette société BCA Expertise, j'ai eu l'occasion de faire 2 écoles de médiation qui m'ont permis, j'allais dire, d'accéder à cette mission, encore une fois, plus que particulière, puisqu'il s'agit de faire reparler des parties qui sont en désaccord sur des problèmes techniques ou des problèmes de vente, etc., etc.
Et j'ai voulu également continuer dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que le fait d'être à la fois ancien réparateur et expert en automobile, ça m'a permis de me spécialiser dans la médiation sur la vente et après-vente automobile. Alors avant ça, bien naturellement, au sein du BCA, j'ai eu l'occasion d'être également ce médiateur, puisque la direction générale me l'avait confié. Et en 2012, j'ai mis 2 ans pour le réaliser, mais en 2012, eh bien, j'ai mis au point des textes qui sont sur la relation expert-réparateur, tant sur un plan de l'expertise, sur un plan relationnel, sur un plan technique d'expertise. Et ce genre d'exercice, il m'a fallu 2 ans pour signer la première convention avec le CNPA de l'époque, puis ensuite l'AFNA et en dernier lieu l'AFFC réparateur. Alors depuis, ces chartes ou accords professionnels ont évolué, puisqu'il y a eu également d'autres phénomènes qui sont apparus, comme certaines lois, comme par exemple le RSV, parce qu'auparavant, en 1987, nous avions la procédure véhicule gravement accidenté, qui est devenue la réparation supérieure à la valeur, qui est devenue le véhicule économiquement irréparable, et en 2009 est venu le véhicule gravement endommagé. Donc, je suis également formateur dans cette discipline pour le compte des experts. Donc, au travers de cet ensemble d'expériences professionnelles, ça m'a permis justement de pouvoir bien interpréter et être au fait des relations professionnelles, puisque actuellement je donne encore des cours dans l'après-vente automobile sur les droits et les obligations, et je vois bien qu'au travers des différentes démarches dans la vente automobile ou dans l'après-vente, eh bien aujourd'hui on a des problèmes entre les consommateurs et les réparateurs, et c'est la raison pour laquelle j'interviens. Donc effectivement, avec Stanco, on se connaît depuis une vingtaine d'années, mais je dirais que c'est une expérience qui est relativement longue. Pourquoi? Parce que c'est des domaines très particuliers qui sont sensibles, et de temps en temps, eh bien, il faut savoir également prendre un petit peu de hauteur et de recul, j'allais dire, pour pouvoir l'exercer pleinement en toute indépendance et impartialité. Alors également, sous couvert de BCA Expertise, qui m'a amené dans cette médiation, j'ai eu l'occasion également de mener pendant une quinzaine d'années la commission d'arbitrage de la Confédération française des experts en automobile. Donc là encore, qui dit arbitrage, dit procédure en droit français pour justement des litiges qui peuvent être nés soit entre 2 experts sur des désaccords techniques ou économiques ou d'imputation, ou alors des désaccords entre un assuré et son expert automobile, ou encore un assuré et sa société d'assurance. Donc on voit bien qu'au travers de cette exploitation à la fois technique mais relationnelle, eh bien à chaque fois, il faut pouvoir se respecter pour pouvoir appliquer les procédures au sens propre du terme, et j'allais dire essayer tant bien que mal de renouer le dialogue auprès des 2 parties qui manifestement sont en désaccord. Donc aujourd'hui, effectivement, cette procédure de médiation est relativement riche, puisque depuis octobre 2023, il est nécessaire de passer par cette procédure de médiation avant d'aller sur un tribunal au niveau des référés. Bon, ce qui fait que les dossiers s'alimentent au fur et à mesure, et encore une fois, spécialisés dans la vente et après-vente automobile, car je considère que c'est des arts relativement larges, il y a suffisamment de quoi travailler, et les litiges sont relativement importants. Voilà en quelques mots. En quelques mots, et on devine rapidement que c'est un vrai livre ouvert, ton expérience, Jean-Pierre. Tu sais, ton expérience m'a marqué à plusieurs reprises. Je me rappelle d'une réunion, et tu étais probablement parmi les très rares en France à oser le faire, avoir dans la même salle des réparateurs et des experts du BCA. Donc BCA, je rappelle, c'est un bureau national, bureau commun automobile. C'est un réseau national de salariés, en fait, pour que les non-initiés en comprennent. On a d'un côté des experts qui sont indépendants, et de l'autre côté, le BCA, qui représente 1 million d'expertises par an.
1 million d'expertises par an. 1 million d'expertises par an, et cette société a été créée en 1955. Donc, il y a quand même pas mal de recul et c'est quand même le leader sur le marché encore actuellement, quand bien même dans le monde de l'expertise indépendante se transforme avec des groupes, mais ça reste le leader de l'expertise en France. Ça me ramène à une fameuse réunion sur le secteur d'Amiens, en fait, où on avait des experts du BCA, des réparateurs, et il y avait, comme il peut arriver, en fait, de temps en temps, des tensions sur le terrain. Et on peut se rendre compte que il n'y a pas de monde idéal, et c'est la communication qui très souvent est la clé de tout. Ça peut souvent être une histoire d'homme, en fait, Oui, il y a des sachants des deux côtés, qu'en fait, et personne n'est infaillible. Et j'avais vraiment apprécié ton honnêteté, ta franchise, ton engagement pour rétablir et éteindre cette tension qu'il y avait. Donc ça, c'est vraiment un souvenir, si on doit me parler de gens. C'est cette réunion-là où je me suis dit, c'est quand même culotté, mais ça démontre l'éthique et la démarche, en fait. Et je suis pas surpris du tout qu'au BCA, on t'ait proposé le poste de médiation, finalement, quoi. ouais. Tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a de la réparation automobile, il y a des chartes qui ont été mises en place, en fait, au travers des différentes fédérations de l'univers de l'automobile. En fait, on a 3 fédérations et tu as été acteur également, enfin, dans cette mise en place de chartes. Tu veux souligner un petit peu plus cet aspect-là? Alors, effectivement, ce document, puisque ce sont des documents écrits, au départ, ça a été appelé charte et après accord professionnel. Alors, pourquoi le tout? Effectivement, quand la direction générale du BCA m'a demandé d'écrire ce genre de choses, moi-même, je me suis posé la question de à quoi ça va servir. Et en définitive, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, donc ça remonte à 2012, on est en 2024, les chartes ont évolué forcément, puisque la technicité a évolué. Il y a des choses qui sont apparues, par exemple, comme la PIEC, la pièce issue de l'économie circulaire. Donc, on s'aperçoit au travers de ça que manifestement, comme tu le disais, en fin de compte, l'expertise contradictoire, c'est vraiment un échange entre techniciens d'information, de méthodologie de réparation, de pouvoir prendre certains procédés de réparation qui ont évolué. On prend notamment aujourd'hui le calibrage des ADAS qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années parce que ça n'existait pas. Donc, force est de constater que dans ces chartes, on s'est mis autour de la table avec les fédérations de réparateurs pour pouvoir démystifier un petit peu tout ça, de savoir qu'est-ce que c'était qu'une expertise réputée contradictoire, qu'est-ce que c'était également lors d'une procédure véhicule endommagé, eh bien, quels étaient les devoirs et les obligations des deux participants, sous-entendus à la fois le réparateur, puisque lui, il est expert de la réparation, mais aussi l'expert qui, lui, est là pour la conformité et la réparation du véhicule et la validation de la réparation. Donc, force est de constater que ça a permis, j'allais dire, d'atténuer certaines tensions. Alors, il y en aura toujours des tensions, même aujourd'hui, il y a encore des tensions sur le terrain, parce que d'un côté, le réparateur, lui, il est responsable de son entreprise. Il est là pour faire tourner son entreprise et gagner de l'argent, comme toute société aujourd'hui, donc faire du profit. En revanche, l'expert, lui, il est là pour appliquer la théorie du préjudice, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'enrichissement sans cause, ni appauvrissement. Alors, l'équilibre entre les deux n'est pas toujours facile parce que, il y en a toujours un peut-être qui a plus froid que l'autre et qui tire la couverture, mais ceci étant, une bonne communication au travers des prises de position et surtout de l'imputation que doit réaliser l'expert permet justement, grâce à ces accords professionnels, à ces chartes, de s'y référer en cas de litige ou en cas d'incompréhension. Je pense notamment, il y a quelques instants, je parlais de la PIEC, pièce issue de l'économie circulaire. On a toujours monté de la pièce d'occasion, ça fait 30, 40 ans, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu, j'allais dire, un phénomène, non pas de mode, mais d'application technique de ce jour, sur le fait de dire qu'effectivement, aujourd'hui, même si le véhicule est accidenté, certaines pièces de carrosserie peuvent faire une deuxième vie, par exemple une aile, une porte, ou encore, j'allais dire, un siège ou de la glace ou de la miroiterie, etc., etc. Néanmoins, on a quand même quelques restrictions
sur des pièces réputées sécurité, du genre un pivot de fusée, du genre un essieu arrière, ou manifestement, dans l'immédiat, on ne peut pas, dans certains cas, monter certaines pièces réputées de sécurité. Et là, on est sous couvert d'un décret de 2017 établi à l'époque par Ségolène Royal. Donc, on voit bien que ça a été quand même un avantage de pouvoir écrire, souscrire et faire vivre au travers de différentes réunions, parce que tout à l'heure, tu parlais d'une réunion à Amiens. Eh bien, dans mon compteur de réunions, j'ai compté 87 réunions entre les 3 fédérations de réparateurs, y compris la Corse, où là aussi, de temps en temps, c'était un peu brûlant. Mais au moins, l'avantage, c'est de pouvoir mieux se comprendre. Voire explosif, peut-être, non? Voire explosif, effectivement. Mais au moins, l'avantage d'avoir en présence aussi bien les réparateurs que les experts, ça permet de mieux se comprendre sur certaines typologies de sinistres ou encore sur certaines prises de position, parce qu'encore une fois, on a les 2 métiers, mais on a une partie commune dans ces 2 métiers sur le fait de dire qu'effectivement, le réparateur répare et va préparer sa facture, mais effectivement, côté expert, eh bien, l'expert examine le bien fondé du sinistre, il impute forcément, il va faire son évaluation. Et c'est là, dans certains moments, que s'entrechoque, j'allais dire, entre la préparation de facture réparateur et l'imputation et l'évaluation des dommages réalisés par l'expert. D'où l'intérêt, j'allais dire, de ces chartes ou accords professionnels qui permettent de poser quand même des règles de base et de pouvoir les respecter, mais surtout respecter les 2 métiers, parce que c'est là aussi l'objectif final. C'est de se dire effectivement, dans la relation triangulaire, on a un assuré qui est à la fois client-réparateur, client-assureur, mais aussi client-expert par le biais de l'assureur, mais au moins ça permet, j'allais dire, de mieux se comprendre et de pouvoir prendre des positions nettes et précises. Voilà. Eh ben, ça fait écho un petit peu, mon cher Jean-Pierre, au travail qu'on a fait ensemble, en fait. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, j'ai été durant 38 années dans la réparation automobile, pas mal investi au sein de fédérations et réseaux de carrosserie, et ce qui fait que j'ai eu le plaisir de rencontrer des professionnels tels que Jean-Pierre. J'en ai rencontré beaucoup d'autres. J'ai un personnage qui me vient en tête et dont je suis extrêmement fier d'avoir rencontré, qui est Jean Païs, qui est monsieur cession de créances. Et j'ai un respect infini pour ce monsieur qui, grâce à son investissement et à toute une équipe au sein de chaque fédération, on est d'accord, il n'y a jamais une seule personne, mais il y a des personnes comme ça, en fait, qui marquent davantage. Je voulais dire que j'étais vraiment très heureux de connaître Jean Païs, qui est toujours très actif et comme le bon vin, en fait, il prend en maturité, mais il reste intact. Je salue Jean Païs. Je voulais revenir, Jean-Pierre, sur au travers de cette période Covid, je fais un petit tour en arrière, qui n'est pas si vieux que ça finalement. J'avais pour volonté, je venais de vendre mon entreprise, j'avais pour volonté de trouver un moyen pour les réparateurs de créer du rapprochement là où tout était distanciation. Tu étais immédiatement associé à cette initiative et je t'en remercie. Et ça a vraiment renforcé nos liens et on a un profond respect l'un pour l'autre des compétences qui sont très complémentaires. Et on avait lancé des visios comme ça, en fait, qui ont fait leur chemin et qui ont pour but véritablement d'apporter un éclairage, en fait, et probablement aussi, puisque si on est dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la relation réparateur-expert, c'est d'approfondir les connaissances. Comme tu le disais tout à l'heure, certes, il y a eu les chartes qui ont été signées, qui sont très importantes. C'est une base, on est bien d'accord, Jean-Pierre, et c'est la base de discussion, mais qui doit être connue. J'ai trouvé intéressant notre collaboration parce que ça permettait de mettre en lumière la nécessité d'aller encore plus loin dans cette connaissance au niveau des chartes et des droits et devoirs de chacun. Oui. J'ajouterais également une autre activité que j'ai eue justement en période de Covid, un petit peu avant, mais aussi après. J'ai eu l'occasion d'être contacté par une société pour faire des audits pour un constructeur. Donc, j'ai réalisé à peu près une trentaine, à peu près 34 audits
en concession ou même grosse agence, ce qui m'a permis également de vérifier ce côté, j'allais dire, réception expert, chiffrage du réparateur pour réparer le véhicule et après, j'allais dire, cette relation qui permet d'établir le contradictoire, sous-entendu, j'échange des informations entre le chiffrage qui a été réalisé par le réparateur, mais aussi l'évaluation que peut imputer l'expert. Donc, ces audits vraiment spécifiés sur la carrosserie peinture m'ont permis aussi d'aller talonner un petit peu, de voir ce qui se passait actuellement dans l'après-vente automobile. Et ça, c'était pour un constructeur français. Et depuis 2023, j'ai réalisé également pour un autre constructeur quasi la même chose sur le département carrosserie peinture. Donc, on voit bien au travers de cette activité-là d'audit que manifestement, même les constructeurs sont très sensibles pour leur réseau d'avoir d'une part une activité carrosserie peinture digne de ce nom et d'autre part de pouvoir également mettre en évidence une qualité de réparation par des méthodologies et surtout avoir un niveau de qualité d'exécution vis-à-vis du client possesseur de véhicules. Et ça aussi, le fait d'examiner avec des chefs d'atelier, dans l'atelier, d'examiner des voitures, d'examiner le bien fondé du chiffrage, de voir s'ils étaient informés ou pas de ces chartes, et bien également ces audits ont alimenté, j'allais dire, plus pertinemment cette relation expert-réparateur qui est l'essentiel, j'allais dire, dans la façon de faire, réparer et imputer un sinistre. Jean-Pierre, si on revient un petit peu aux visios qu'on avait mis en place, ouais. C'était des vrais sujets que tu as soulignés tout à l'heure, mais je trouve que ça a plein de sens finalement. Hein. Toujours si on reste sur le sujet de la relation réparateur-expert, on est bien d'accord qu'on est un petit peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que d'un côté, il y a toujours cette obligation des deux parties. Hein. Quand je dis des deux parties, c'est d'un côté le réparateur et de l'autre côté l'assureur, hein, qui est apporteur d'affaires pour une bonne partie de la profession au travers des agréments, on va dire, hein, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Et donc, d'un côté où il y a cette volonté de maîtriser les coûts, et de l'autre côté, eh bien, une évolution technologique qui est complètement folle, quoi, en fait, hein, et donc avec une technicité qui ne cesse d'évoluer et qui nécessite au sein des ateliers eh bien, de plus en plus d'investissements, de plus en plus de formation, et tout cela a un coût également, en fait. Hein. Donc, toute la difficulté dans le rôle de l'expert, c'est bien là également. C'est d'un côté le réparateur. Eh bien, nous, on motive et on a motivé pendant cette période Covid à ce que le réparateur soit le plus informé possible, hein, de ses droits et devoirs, hein, parce que quand on parle de tension, on ne dit pas que c'est uniquement côté expert ou uniquement côté réparateur. Eh bien, de temps en temps, il est bon de rappeler qu'effectivement, il peut y avoir des points d'amélioration de chaque côté et que la base, la charte, reste la base de discussion. Et puis ensuite, ce sont les différents sujets que nous, on avait pu développer, qui étaient, j'en prends quelques-uns en fait, hein, mais qui étaient par exemple la négociation tarifaire, comment exposer également ses forfaits, comment les calibrer, de tout prendre en compte, les règles concernant la PIEC, hein, les pièces issues de l'économie circulaire, comme tu le disais tout à l'heure, les interventions sur les véhicules électriques, ça c'est un vrai sujet également, les différentes particularités qu'il peut y avoir suivant les chocs occasionnés sur un véhicule. On parlait tout à l'heure du VGE, VE, etc., RIV, VEI, etc. Tout ça, on peut y avoir des conséquences ou des pertes de réparation, en fait, si on ne maîtrise pas l'intégralité. Et c'est quelquefois toujours dans les détails que se passe la valeur ajoutée. Le problème, c'est que le réparateur, comme on dit toujours, il a la tête dans le guidon. Donc, de ce fait-là, lui, son objectif, c'est de réparer des voitures. Mais aujourd'hui, c'est devenu quand même assez compliqué, dû au fait, de par la technologie des voitures, mais dû au fait également de certaines procédures. Je reprends le sujet de la PIEC qui est issue de l'économie circulaire. On peut faire des tas de choses avec de la PIEC, mais on a quand même des limites. On voit aussi au travers des nouvelles réparations, des nouvelles technologies, on prend par exemple les aides à la conduite. Les aides à la conduite, on voit par exemple une caméra posée sur un pare-brise. Bon, ben de ce fait-là, je ne peux pas reposer directement ma caméra collée sur le pare-brise. Il y a un calibrage qui est à effectuer. De ce fait-là,
côté réparateur, il doit se former, il doit acquérir de nouveaux matériels pour pouvoir suivre tant bien que mal la technologie des véhicules. Mais de l'autre côté, l'expert doit aussi se former sur ces nouvelles technologies. Et de ce fait-là, effectivement, si on a un décalage de formation entre l'expert et le réparateur, c'est là que va naître des tensions, j'allais dire, sur l'imputation ou encore sur l'évaluation des dommages. Donc, c'est la raison pour laquelle je reviens à ces chartes ou accords professionnels. Elles évoluent aussi dans le temps pour pouvoir, j'allais dire, quasi être au fait de l'actualité, de la technologie et des méthodologies de réparation. Parce qu'effectivement, un calibrage d'une aide à la conduite, je dirais que si je ne suis pas formé, si je ne préhende pas le matériel, etc., je ne vois pas comment je peux faire. Et de ce fait-là, il ne faut pas perdre de vue, et ce que tu disais à juste titre, c'est que le réparateur, il a des droits et des devoirs. Moi, je dirais qu'il a aussi des obligations. Et de ce fait-là, son obligation, ces deux dernières obligations vis-à-vis du propriétaire que nous sommes tous, c'est à la fois le résultat et la délivrance du bien. Je dois pouvoir retrouver ma voiture en tant que consommateur une fois réparée, en toute tranquillité sur la voie publique pour moi personnellement, mais aussi pour les personnes que je vais croiser. Donc de ce fait-là, le réparateur se doit d'avoir un niveau de qualité de réparation assez élevé. Mais pour ce faire, eh bien, il a besoin aussi de l'expert pour pouvoir valider sa méthodologie de réparation dès lors que je suis dans une procédure véhicule économiquement irréparable ou véhicule endommagé. Donc, je dirais que la réparation d'aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle que moi j'ai connue il y a 20, 30 ans en arrière. On faisait du marbre il y a 30 ans en arrière, mais aujourd'hui, on a des ponts de mesure. Donc, c'est beaucoup plus pointu, c'est beaucoup plus précis. Donc, de ce fait-là, le réparateur doit évoluer également dans sa réparation, mais aussi dans ses facturations d'heures, de pièces, de forfaits, etc., etc. Je te rejoins complètement, Jean-Pierre, et ça fait forcément écho au groupe d'experts que l'on a monté. Et vraiment, mon souhait, c'était d'éclairer avec une vision à 360 sur la dimension entrepreneuriale dans toute sa globalité et qu'on a tous besoin de progresser dans tel ou tel domaine. Et on est dans une société où tout évolue très vite. Il y a une exigence qui est forte et il y a également l'autre point qu'on peut peut-être, sur lequel on peut faire une petite parenthèse, qui est les ressources, la technicité qui est de plus en plus compliquée également à trouver. Cette nécessité en fait d'investir sur les jeunes, l'apprentissage est absolument nécessaire, mais qui doit s'inscrire dans une politique, une vision à moyen long terme également, selon moi. Mais on prend un exemple très concret dans la technologie, par exemple le peintre. Aujourd'hui, on a des bases ou des lacs qui ont des influences sur les radars ou les lidars. Donc de ce fait-là, si je ne suis pas informé de ce genre de détails, je peux avoir des phénomènes qui se passent au niveau du fonctionnement de ces aides à la conduite, et on en aura de plus en plus parce que même des véhicules bas de gamme aujourd'hui ont des radars, ont des lidars, puisque ça vient dans l'autonomie des véhicules, on y va. Donc de ce fait-là, si je ne me forme pas, comment je peux appréhender ce genre de choses? Mais d'un autre côté, comme tu le disais, le réparateur, c'est son centre de profit. Là aussi, il doit pouvoir se pencher sur différents domaines, par exemple, la marge sur ses pièces, comme par exemple sa productivité ou encore le rendement de ses productifs. Et de ce fait-là, il achète des heures, il faut qu'il en vende. Donc, il a aussi un phénomène de savoir comment je peux appréhender et gagner de l'argent sur une réparation. Alors, effectivement, de temps en temps, on peut avoir une réparation où manifestement, on n'a pas forcément bien margé, mais ça reste quand même aléatoire. Et donc, de ce fait-là, le chiffrage est très, très important et également le suivi de la réparation dès lors que le véhicule est mis en chantier dans l'atelier. Et la nécessité également de piloter son activité qui permette de mettre le feu rouge dès qu'il y a eu un dossier qui s'est moins bien passé, en fait, de comprendre l'origine et surtout que mettons en place pour que l'équipe soit à la fois engagée, autonome et qu'il y ait une confiance qui soit transmise, mais que chaque acteur ait compris en fait ce qui s'est passé là, de quelle manière on va pouvoir agir pour plus que ça n'arrive. Et il y a une prise de conscience
globale, hein, et le management, forcément, hein, on parle d'organisation, de productivité, l'aspect managérial est très important. Je voulais moi également souligner un point important qui est être réparateur multimarque. Réparateur multimarque, pour moi, c'est le métier dans le métier. C'est une technicité plus, dans le sens où il faut être en mesure de pouvoir intervenir sur tout type de véhicule, toute marque. Et quand on voit aujourd'hui, hein, la montée en puissance des véhicules hybrides, électriques, et c'est encore de la formation en plus. Et je pense qu'on arrive à un moment où le réparateur indépendant contribue à l'équilibre de ce que recherchent en fait, hein, les apporteurs d'affaires, les assureurs. Forcément, avoir quelques référents localement qui vont être en mesure de réparer toutes les marques de véhicules et avec une garantie qu'il y a les formations, etc., eh bien, c'est facilitateur pour l'assureur. Mais c'était également dans ce sens-là où nous, on contribue un petit peu à notre humble niveau à éclairer, éveiller un petit peu, hein, la conscience des dirigeants, de dire, mais si vous souhaitez en fait que certains curseurs évoluent, eh bien, prenez en compte les différents paramètres qui sont très importants. Et le premier, eh bien, c'est vraiment celui de surveiller, hein, piloter son activité et d'en définir ce qu'il y a à améliorer et ce qui fonctionne bien, et savoir emmener l'équipe. Ça, c'est un point très important. Donc, oui, le tarif horaire aujourd'hui, hein, on ne se le cache pas, hein, même s'il est très, très discuté, très négocié, aujourd'hui, il est absolument important que chaque dirigeant valorise sa technicité, son savoir-faire, et de se dire que ça a une valeur, il faut savoir se battre en conséquence si on sait répondre à l'exigence qui nous est demandée à la fois auprès des assureurs, mais également auprès de l'automobiliste, hein, puisque la particularité de notre métier, hein, je dis encore notre, la question que je me posais, c'était toujours de dire, mais qui au final est mon client en fait, hein? Est-ce que c'est l'automobiliste qui vient réparer chez moi qui n'est pas le payeur, en tout cas dans la très grande majorité, au-delà d'une franchise qu'il pourrait avoir, ou l'apporteur d'affaires. Et chacun fait son choix, mais en tout cas, moi, j'avais fait le choix de dire que c'était l'automobiliste, en fait, mon vrai client et mon ambassadeur également. C'est vrai que c'est un métier qui est en constante évolution, et la technicité, hein, au travers du confort, hein, qui est apporté pour l'automobiliste, toutes les sécurités actives, passives, eh bien, contribuent à un moment donné à un coût de la réparation qui bondit en fait, hein, et dont le réparateur n'y est pour rien. Puisque, rappelons quand même, Jean-Pierre aussi, hein, on sera d'accord de dire que l'utilisation de la pièce, et encore plus de la pièce de réemploi, c'est quand même les réparateurs indépendants qui jouent davantage le jeu là-dessus. On est d'accord sur ça? Oui. Oui, il joue le jeu, mais aujourd'hui, on viendra de plus en plus dans ce phénomène de deuxième vie pour certaines pièces, pour des coûts économiques également, puis pour l'écologie. Donc, ce qui fait que quelque part, c'est pas un effet mode, c'est un effet qui va se durcir dans le temps et qui va s'élargir. Pourquoi? Parce que forcément également que ça a un coût moindre, même si j'approvisionne la pièce, qu'elle peut avoir quelques défectuosités, etc., etc., ça reste quand même dans l'air du temps le moyen nécessaire de pouvoir faire du recyclage pour des pièces qui manifestement peuvent avoir 2 ou 3 vies, etc. Surtout pour des amovibles de carrosserie. C'est là où je trouve notre démarche plutôt vertueuse, celle de vouloir éclairer, éveiller et pointer davantage cette nécessité, hein, puisque quand on fait cette démarche qui, tu as tout à fait raison, hein, pour l'écologie, pour l'économie, pour tout ce qu'on veut, la finalité reste néanmoins qu'il y a une entreprise à faire tourner et que c'est au réparateur, en étant le plus informé possible de ses droits et devoirs, d'avoir une discussion constructive. Hein. Nous, on est là pour, au contraire, retirer les tensions et faire que le quotidien puisse être le plus fluide possible. Hein. On est tous des humains et ça, c'est très, très important. Nos visios passés ont amené de la plus-value pour certains réparateurs sur certaines questions très précises. Entre autres, on parlait tout à l'heure des forfaits des véhicules électriques, la mise en sécurité, etc. Des gens qui ne savaient pas et que manifestement, on est en droit de facturer parce qu'encore une fois, c'est des interventions très précises et pointues. C'est d'ailleurs des sujets, hein, qu'on va réaborder, Jean-Pierre, hein, dans les prochains lives. Hein, on fera un live une fois par mois où tu interviendras
notre communauté posera les questions, nous enverra les commentaires et on y répondra. Mais dans tous les cas, c'est rempli de sens. Jean-Pierre, tu es également impliqué dans la formation des jeunes experts. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que un expert, avant qu'il soit titulaire diplômé d'État, il est obligé d'être en doublette avec un expert en titre pendant 2 années. Alors, si tout va bien, au bout des 2 ans, il peut se présenter au diplôme d'expert puisqu'il a un niveau de BTS MAVA. Donc, autrement dit, il est dispensé des unités qui sont composées à B, mais C, c'est à la fois l'expertise et le contrôle technique. Donc, durant ces 2 années, il est sous couvert d'un maître de stage, d'un tuteur, etc. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai entraîné des experts à pouvoir passer le diplôme d'expert au niveau de la partie expertise proprement dite, puisque ils ont un véhicule accidenté et ils doivent pouvoir examiner le véhicule, puis établir une méthodologie de réparation, un rapport d'expertise, et après ils passent devant un jury. Donc effectivement, pendant des années, j'ai entraîné ces personnes-là pour pouvoir avoir une aisance et un plan pour pouvoir exposer ça devant 4 personnes qui sont à la fois 2 personnes du corps enseignant, mais à la fois 2 experts automobiles. Donc oui, ça fait partie de mes registres. C'est là où je dis, tu es une Bible ouverte à toi tout seul, c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui me passionne de rencontrer des professionnels de ton envergure et toujours avec beaucoup d'humilité, c'est ça que j'apprécie beaucoup. C'est la passion qui anime au demeurant. Exactement. Et de savoir rigoler également, parce que ça, c'est important. Jean-Pierre, moi, ce que j'avais apprécié également, à travers de nos interventions, c'était également cette capacité à pouvoir apporter une complémentarité au travers de tous les services qui peuvent être apportés par les fédérations et les réseaux de carrosserie. On se positionne vraiment en offre complémentaire. J'entends par là, il nous est arrivé à plusieurs reprises, en tout cas en duo, j'entends, d'intervenir sur des dossiers où il y avait des tensions particulières et qui bloquaient financièrement les dossiers, tensions entre réparateurs et experts. Et j'avais apprécié notre vision commune, moi réparateur d'un côté, toi expert de l'autre, et je trouvais ça très intéressant. L'avantage d'appréhender ce type de dossier, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a une situation de blocage. Mais quand je dis une situation de blocage, c'est que plus personne ne s'entend, plus personne n'écoute. Bref, on campe devant ces positions qui sont plus ou moins confortables d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est toujours intéressant, c'est de voir où se situe le nœud de la situation et de pouvoir démêler un petit peu tout ça. Et on voit bien au travers de ces dossiers que nous avons vécus à pouvoir dénouer et rétablir la vérité et que chacun refasse un pas de part et d'autre, on voit bien qu'à un moment donné, il y a une incompréhension ou il y a un manque de communication pour une prise de position, pour une méthodologie précise de réparation, et c'est la raison pour laquelle, après, il y a le phénomène de blocage. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir examiner à la loupe, parce que c'est un peu cet exemple-là, de dire, effectivement, à un moment donné de la réparation, eh bien, il y a une communication qui a peut-être pas été suffisamment précise ou qui n'a pas été bien perçue côté réparateur ou côté expert, et ça a fait que l'affaire s'est compliquée. Et donc, tous les dossiers que nous avions appréhendés ensemble, justement, ça a permis de refaire une chronologie très précise des faits et de voir à un moment donné qu'est-ce qui a échappé, aussi bien côté expert, côté réparateur. Et c'est peut-être sans doute là la plus-value qu'on apporte de dire, mais attendez, messieurs, là, à ce moment-là, il aurait fallu peut-être faire ci ou faire ça, ou appréhender de telle manière, etc., tout en ne perdant pas de vue également que le client, c'est quand même le propriétaire du véhicule, qui soit responsable ou pas de l'accident. Donc, de ce fait-là, c'est vrai, je me souviens de quelques dossiers où manifestement, eh bien, côté réparateur, il a fait un pas, il a fait ce qu'on appelle en médiation le lâcher-prise, et côté expert également. Donc, c'est toujours intéressant de se pencher sur des dossiers et d'en tirer bénéfice et de se dire, effectivement, ce dossier-là, il a pu être dénoué, mais comment je vais appréhender l'avenir? Et de ce fait-là, de se dire, oui, effectivement, en pareil cas, je devrais faire ci, faire ça. Donc, ça permet également de rétablir un équilibre et de se dire, oui, à un moment donné, je dois prévenir, je ne dois pas mettre l'expert sur le fait accompli d'emblée ou côté
expert, je ne dois pas également court-circuiter un réparateur, même s'il s'est trompé dans sa facture, je dois jouer en toute franchise. Et c'est ça l'avantage. J'appréciais beaucoup ces moments et c'est bien ça ce que tu soulignes en fait, hein. C'est de peut-être aller encore plus loin dans l'éducation, dans la relation du réparateur vis-à-vis de l'expert. Il nous est arrivé, Jean-Pierre, après une préétude, de ne pas défendre tel ou tel dossier parce que le réparateur ne souhaitait pas revoir sa position, parce que par moment, hein, on est bien d'accord, hein, il peut y avoir des problématiques de la part des réparateurs et de la part des experts. Tout cela étant, nous sommes tous des humains et à un moment donné, notre souhait à nous, c'est non pas d'intervenir sur une problématique, mais comme tu le dis si bien, une problématique qui va résoudre le futur également. Et donc, la relation future et la méthodologie sur un dossier qui aurait posé problème, en fait, hein. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le truc qui m'a vraiment botté de travailler ensemble avec nos visions complémentaires. Mais en définitive, la médiation ou la conciliation, de temps en temps, on n'arrive pas à trouver la solution parce que chaque partie campe sur ses positions. Cet outil que j'ai appelé tout à l'heure le lâcher-prise, c'est vrai que c'est un outil qu'on apprend quand on fait une école de médiation, mais comme on dit toujours, à l'impossible nul n'est tenu. Donc à un moment donné, si ça passe pas en médiation, il va falloir aller plus loin en judiciaire. Là, c'est un autre débat, c'est une autre cour où on joue d'une autre façon aussi, mais ça coûte largement plus cher. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aime bien ce terme de lâcher prise que j'utilise souvent dans l'accompagnement des dirigeants, puisque tu as tout à fait raison. Là, on prend l'exemple de la médiation, en fait, hein, mais de manière très globale, la vision entrepreneuriale, s'il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas d'évolution, on est son propre frein. Et les croyances limitantes sont présentes. Donc, moi, j'aime bien également faire ce travail-là. Dernier point également, Jean-Pierre, tu interviens dans différentes régions à partir du moment où tu es sollicité, mais c'est un message qu'on fait passer à notre communauté également, hein, qu'il est tout à fait possible qu'on puisse aménager une journée d'action, d'intervention auprès d'un groupe de réparateurs, pourvu que voilà, chacun soit volontaire dans le partage en fait, hein, et dans cette volonté de vouloir avancer en fait. Ouais. Quel que soit l'endroit de France, que ce soit Lille, Brest, Marseille ou Toulouse ou Perpignan ou autre, voilà, c'est l'avantage de se dire effectivement, on prend un peu de recul, on fait un arrêt sur image et pendant une journée, on développe cette relation expert-réparateur entre la réparation et l'expertise et mieux comprendre, j'allais dire, pour un réparateur, les conclusions de l'expert, pourquoi cette prise de position, pourquoi on dépose des conclusions en VI alors que le véhicule pourrait être réparé. Donc, justement, ces journées permettent de pouvoir démystifier un petit peu tout ça et de voir qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de mon client, car son véhicule est abîmé et il doit être réparé. C'est très bien dit. Donc, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup pour cette intervention, cette présentation. Comme je disais tout à l'heure, tu es le premier de notre groupe d'experts. Tu es celui qui a le plus d'expérience et je tenais vraiment, au nom des réparateurs, à te donner la primeur. Je te souhaite une belle journée. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. On va continuer à se suivre. Dans les prochains posts, je vous mettrai le lien sur la chaîne YouTube, notre groupe Facebook pour la partie réparation automobile, puisque là, Jean-Pierre ne sera pas concerné, mais on va également développer ce type d'intervention auprès des artisans et plus particulièrement encore les artisans du bâtiment. Donc, il y a plein de choses à dire, plein de choses à raconter comme histoire. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de dire chacun est acteur de son futur. Hein, et donc, vous êtes artisan de votre futur et on est là pour apporter notre pierre à l'édifice en toute humilité, en toute simplicité, avec beaucoup de bonne humeur. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt.